Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, affaire Astou Sokhna, le collectif patient en danger continue de réclamer justice et exige un meilleur traitement des patients et un accueil de qualité dans les structures sanitaires. Le collectif invite par ailleurs les autorités à relever le niveau du plateau médical. Le gasoil est devenu rare et précieux pour bon nombre de conducteurs. Certains chauffeurs prennent le risque de stocker dans des bidons à domicile. Est-ce la solution face à la pénurie de gasoil? Les acteurs sont-ils conscients du danger? Élément de réponse dans ce journal. Portrait du jour, Rokhaya Diop est sérigraphe par la force du destin. Une sérigraphe qui travaille à la main et qui s'est toujours donnée pour mission d'apprendre dans tout ce qu'elle fait. Les pinceaux, ce sera avec Abdourahmane Ly. Et puis, en fin d'édition, vous aurez également votre rubrique hebdomadaire article de la semaine. Le quotidien LAS est à l'honneur ce soir avec notre consoeur Aïssatou Diop. 12% de taux d'agression physique, 10% de propos désobligeants, 9% d'humiliation, 8% d'injures selon une étude de la COSIDEP. Voilà le sombre tableau de la violence en milieu scolaire. À suivre tout à l'heure avec Mamadou Dia. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Le collectif patient en danger continue de réclamer justice pour Astou Sokhna et exige un meilleur traitement des patients et un accueil de qualité dans les structures de santé. Ses membres invitent les autorités à relever le niveau du plateau médical. Le patient en danger, le collectif patient en danger était en sit-in. Ce matin, il réclame aussi d'autres de meilleures conditions. Suivons tout cela avec Mamadou Sy et Seydina Mbaye. À l'hôpital, bien accueillir, c'est mieux soigner, médecine déshumanisée, patients en danger. Les slogans ne manquent pas pour les membres du collectif qui exigent que la lumière soit faite dans l'affaire Astou Sokhna. Il demande également au gouvernement de relever le plateau médical et de se pencher sur la revendication des syndicats de la santé. Le collectif patient en danger exige de vous une suite judiciaire impartiale et transparente dans l'affaire Astou Sokhna, une indemnisation des dommages causés à la famille de la défunte. Le collectif exige de mettre en œuvre des engagements du gouvernement à l'endroit des syndicats, des acteurs de la santé, afin de garantir aux citoyens une continuité du service. De relever le plateau médical en dotant les établissements de santé du matériel médical adéquat ainsi que du personnel qualifié. Le collectif patient en danger exige aussi du personnel médical un professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et une bonne prise en charge des patients. Le collectif exige de vous le professionnalisme, le sérieux et toute la rigueur requise dans l'exercice de vos missions. Interdiction formelle de s'adonner à toute forme de distraction lors de l'exercice de votre travail. Pour Mariam Sorendiaï, députée à l'Assemblée nationale, l'État doit engager des réformes dans le système de santé pour faire face aux difficultés du secteur. On invite le ministère de la Santé d'appeler tous les parties prenantes afin qu'on se penche sur les réformes devant se faire dans le secteur de la santé. Et aujourd'hui, on a dit qu'il faut avoir 15% du budget national pour aujourd'hui les questions de santé. Allez visiter le budget de cette année, on est à moins 5%. Plusieurs activistes et membres d'organisations de la société civile ont pris part au sitting. Le collectif patient en danger invite les citoyens à dénoncer les cas de négligence médicale pour que ces problèmes soient vite pris en charge. Les souffrances sont atroces et nombreuses, il faut que ça suffise. Après la santé, on aborde donc la page ou bien on ouvre la page éducation. Saourou Sen fait une évaluation
de la lutte syndicale du syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal. Un examen consécutif à la réunion de la commission administrative que le SAEMS organisait ce matin. Beaucoup d'acquis ont ainsi été notés par le secrétaire général national du SAEMS, dont le raccourcissement des lenteurs administratives ou la revalorisation des salaires. Plus de détails, je vous propose d'écouter Saourou Sène, il est le secrétaire général national du SAEMS au micro d'Abdourahmane Ly. Nous évaluons bien sûr la lutte de cette année et nous félicitons encore les enseignants du Sénégal qui se sont mobilisés durant ce moment de lutte, et ce qui nous a permis, je le précise, d'arriver à des résultats tout à fait appréciables. Et tout le monde sait aujourd'hui que le protocole d'accord que nous venons de signer avec le gouvernement du Sénégal à l'issue de cette lutte-là, c'est un protocole historique. Et nous espérons quand même que le gouvernement du Sénégal respectera les engagements qu'il a pris à partir déjà de la fin du mois de mai, parce que tous les enseignants attendent la fin du mois de mai. Mais encore une fois de plus, il faudrait que le gouvernement se rappelle quand même qu'à l'occasion de la signature de ce protocole d'accord, il y a un point qui doit marquer le démarrage de la matérialisation des accords. C'est la mise en place du comité de suivi. Depuis qu'on s'est quitté, ce comité de suivi-là ne s'est pas réuni. Alors que c'est ce comité de suivi qui doit nous dessiner un agenda de rencontre avec les ministères sectoriels pour une meilleure prise en charge des différentes préoccupations. J'ajoute aussi que nous avons reçu la note du ministère indiquant le calendrier des différents examens, mais j'ai une petite inquiétude. L'inquiétude, c'est que la date qui est retenue, l'écart entre le brevet de fin d'études moyennes et le baccalauréat me pose problème. Parce que si on tient le bac à partir du 14 et qu'on veuille tenir le BFM à partir du 21, il y a une semaine de décalage. Or, le bac ne se tient pas en une semaine. Saourou Sène a également annoncé à l'issue de la réunion de la commission administrative son départ de l'organisation syndicale au prochain congrès du SAEMS prévu en septembre prochain. Saint-Louis a reçu la visite d'étudiants et d'architectes venus de Dakar, de Casablanca et de Paris. À travers ce voyage pédagogique, les initiateurs entendent faire découvrir les merveilles architecturales de l'ancienne capitale de l'AEF, Afrique occidentale française. Comme quoi, l'architecture de la vieille ville fascine encore. Écoutons les encadreurs de la forte délégation estudiantine. Les propos sont recueillis par Momar Alisnian et Mokhtar Sek. On est là dans le cadre d'un voyage pédagogique avec les étudiants du Collège universitaire d'architecture de Dakar, l'école d'architecture de Casablanca et l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles, dans le cadre d'un workshop d'échange entre des jeunes architectes de ces trois pays autour de la question du patrimoine et des ressources locales. Donc on est très heureux aujourd'hui de venir visiter Saint-Louis et de découvrir cette très belle île et sa magnifique architecture. On est en train de la découvrir, mais ce qui est certain, c'est que manifestement elle a beaucoup à nous apprendre. Son adaptation aux conditions climatiques très particulières. Mais la responsabilité des architectes est importante si on les implique dans les projets. Donc il faut d'abord impliquer les architectes, les écouter, leur donner la possibilité d'exprimer leur talent et puis leur responsabilité. On ne peut pas avoir de développement sans une implication réelle des architectes locaux dans le développement du pays. Le gasoil est devenu rare et précieux pour bon nombre de conducteurs, ce liquide sans lequel les véhicules restent un amas de métal poussant certains chauffeurs à prendre le risque de les stocker à domicile, de les stocker dans des bidons, bien sûr, à domicile. Est-ce la seule solution face à la pénurie du carburant? Les acteurs sont-ils conscients du danger? Élément de réponse dans ce reportage signé par Boubacar Dien et Augustin Mantan. Toutes les voies de sortie du rond-point de Yoff sont bouchées par des files interminables de véhicules. Certains citoyens en profitent pour amasser quelques pièces pour préparer à manger et à boire aux centaines de personnes qui sont bloquées dans les embouteillages. À 1 kilomètre de là, l'arrêt bus 66, ici, la pénurie de gasoil fait débat. Cet homme est conducteur de bus. L'homme est bien conscient des dangers de stocker du carburant, mais il n'a pas d'autre solution. Nous souffrons vraiment avec cette pénurie de gasoil. C'est la raison pour laquelle nous achetons le carburant dans des bidons que nous gardons souvent.
Néanmoins, nous sommes conscients des dangers, mais nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas travailler. À cause de ces risques, cet autre chauffeur fait de son mieux pour ne pas garder le gasoil dans son véhicule, encore moins chez lui. Hier, j'ai dû demander à un ami de m'acheter du gasoil à 50, à plusieurs kilomètres de Yoff. Mais quand j'ai reçu le gasoil, le lendemain, j'ai rempli mon réservoir. Je ne veux pas prendre le risque de le garder dans le véhicule. Depuis presque une semaine maintenant, ces conducteurs font la queue dans les stations-service pour trouver quelques litres de gasoil. Face à cette situation qui impacte gravement leurs activités, ils interpellent le chef de l'État, Macky Sall. C'est pourquoi nous devons faire station. À l'instant, le reportage de Boubacar Dieng et Augustin Mandang. 1,725 milliard de francs CFA, c'est la somme qui a été saisie par les éléments du commissariat spécial de Kidira selon un communiqué rendu public par la police nationale. L'argent qui appartiendrait à une entreprise malienne a été plaqué dans 3 valises coffrées dans la malle du véhicule qui le transportait. 3 individus, un Sénégalais et 2 Maliens, ont été interpellés par les éléments de sécurité. Interrogés sur cette somme d'argent, ils ont déclaré qu'elle proviendrait des recettes d'une entreprise établie à Bamako et qui s'active dans la vente de téléphones portables et l'exploitation de l'or. En attendant d'y voir plus clair, les personnes interpellées sont en garde à vue. L'enquête se poursuit. L'organisation Sénégal Propre et l'organisation JVE Sénégal veulent éradiquer le plastique au Sénégal. Ces mouvements de jeunes Sénégalais qui œuvrent pour l'environnement disent attendre le décret d'application interdisant le sachet plastique au Sénégal. Djibril Niang est le directeur de l'organisation JVE Sénégal. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Bon, moi je pense pas que ce soit un truc du président, parce que le président, il a une ferme volonté. Vous savez, le président, il a parlé devant ses pairs et il a fait de son deuxième mandat un mandat pour la propriété. Il l'a dit devant tout le monde, il l'a dit, il l'a redit. Et je pense que récemment aussi, il a rappelé à l'ordre le ministère de l'Environnement et tous ceux qui travaillent sur le plastique. Ça, nous sommes au courant. Donc le président, il est animé de bonne foi et il est en train de pousser. Mais c'est des échelles. Le président, il est au sommet. Il donne des ordres. Il y a des gens qui sont en bas qui doivent l'exécuter. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Environnement qui n'a pas le droit de rester 2 ans à construire un décret d'application. Même s'il y a d'autres ministères qui sont concernés, il y a d'autres agences qui sont concernées. Mais c'est un ministère. Ils ont les moyens. C'est un grand département, quoi. Le ministère de l'Environnement, c'est pas n'importe quoi. C'est un grand département. Nous savons vraiment ce qui est en train d'être fait par le ministère. Nous ne disons pas qu'ils n'ont rien fait, ils font un travail colossal, mais nous trouvons que le décret d'application, ça prend énormément de temps et ça donne un répit à tous ces pollueurs-là de se préparer, de préparer leur combat. Si on avait le décret d'application peut-être depuis l'année passée, aujourd'hui on ne parlerait pas de collectif pour que le plastique reste. Aujourd'hui, nous sommes le collectif pour bouter le plastique hors du Sénégal, mais il y a un collectif pour que le plastique reste. Si le décret d'application était sorti depuis l'année passée, on ne serait pas là. Mais plus on leur donne le temps de se préparer, d'affiner leur combat, plus ils vont se préparer, ils vont affiner leur combat et ils vont tomber sur nous et l'État. Avant qu'on en arrive là, le ministère doit tout faire pour qu'on ait le décret d'application. Le constat est là, des journalistes mais aussi des activistes investissent le champ politique. Pour preuve, Guy Marius Sagna mais aussi Pape Djibril Fall ont annoncé leur candidature aux élections législatives du 31 juillet prochain. Du côté des populations, si certains adhèrent à la démarche, estimant que dans un pays où la majorité est jeune, cette représentativité doit être notée dans les cercles de décision. D'autres estiment simplement que ces jeunes n'ont pour objectif que de satisfaire leurs propres intérêts. Abdourahmane Li, reportage. Le journalisme mène à tout comme l'activisme d'ailleurs. Pour Khassim Cissé, il n'y a pas de quoi fouetter un chat de voir ces acteurs de la société investir de plus en plus le champ politique. Et pour cause, ce jeune enseignant estime qu'ils sont au fait du quotidien des Sénégalais qui se donnent pour mission d'améliorer. Cela va de soi, parce qu'eux, ils sont plus au cœur des populations, au cœur des problèmes déjà de la population. Ils sont encore dans une position où ils veulent régler les choses, ils sont dans une situation d'impuissance. Donc s'ils pouvaient accéder à certains
niveau déjà pour avoir cette force-là, cette opportunité-là de régler les choses à travers un poste qui leur confère certaines habilités. Donc là, ce serait tout à fait à leur honneur. Et en général, ils sont poussés par les populations. Des populations qui leur prêtent une oreille attentive. Madame Batiam en fait partie. Ses lunettes noires fumées ne l'empêchent pas de voir loin ces jeunes qui ont décidé d'investir le champ politique. Pour lui, il faut une impérative révolution de la politique au Sénégal, tenant compte de plusieurs aspects. Et que les jeunes peuvent prendre plus en considération certaines leurs revendications dans l'espace politique. Et second autre aspect aussi, on dit très souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, était jeune quand il avait bénéficié du nom de Al-Amin, le droit. Donc ce qui veut dire quoi? Qu'on peut être jeune et être dans la nature. On peut être jeune et avoir de bons comportements. Puis de ce plan, donc c'est les raisons qui poussent les jeunes aujourd'hui à s'engager effectivement sur l'échiquier politique. Et comme on dit en Wolof, Boursine Koumbandofen par contre n'est pas convaincu. La politique d'aujourd'hui, les gens le font pour s'en sortir. Hein. Ils se disent que sur mon politique, je ne vais pas m'en sortir. Sénégal, politique, c'est un peu trop facile. Non, ils le font pour l'intérêt personnel. Interpersonnel ou pas, les Sénégalais attendent beaucoup de la prochaine législature. Une Assemblée nationale qui aujourd'hui est en proie à un désaccord suscité par la loi modifiant le code électoral déjà voté à l'hémicycle. Abdourahmane Ly, merci. Audience au Palais de la République. Le maire de Yoff est sans équivoque. Seydina Issa Laye Sam, c'est clair, ce n'est pas une audience politique, mais une séance de travail. Et pour lui, il n'est pas question de rejoindre la mouvance présidentielle. Comprenez la coalition Benno Bokk Yakaar. Seydina Issa Laye Sam, maire de Yoff, est au micro d'Ami Diouf et Moussa Fall. Nous avons été interpellés par les populations lors de la période de la campagne électorale et nous avions pris l'engagement, il fallu, de les accompagner afin de trouver des solutions durables à cette question. Donc je précise qu'il ne s'agissait nullement d'une audience politique, ni d'une volonté ou bien de négociation visant à une transhumance de ma personne. Je réaffirme par la même occasion mon ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi aux côtés de mon leader, le président Khalifa Ababacar Sall. Naturellement, il y a des suspicions face aux déclarations de la plus haute autorité de la République sur le débauchage de maires. Mais je tiens à rassurer la jeunesse sénégalaise, à rassurer les Sénégalais d'ici et de la diaspora que Seydina Issa Laye Sam ne saurait trahir son engagement qui a conduit à son élection à la tête de la municipalité de Yoff. Vous savez, le domaine public maritime ne peut être déclassifié que par décret présidentiel. Donc c'est au niveau de la présidence de la République que peut se régler ce genre de questions et de difficultés auxquelles les populations sont régulièrement confrontées. Nous avons eu oreille attentive de la part des collaborateurs du chef de l'État et d'après nos informations, oreille attentive nous a été prêtée parce qu'une suite sera donnée à ce dossier du littoral de Diamalaye par les plus hautes autorités de la République. Rien ne l'a prédestiné à ce métier. Pourtant, Rokhaya Diop va devenir sérigraphe par la force du destin. C'était donc pas son rêve de départ, mais elle se plaît bien dans ce métier qu'elle fait après s'être formée au moins pendant 6 ans. Une sérigraphe qui travaille à la main et qui s'est toujours donné pour mission d'apprendre dans tout ce qu'elle fait. Abdourahmane Ly nous raconte son histoire. Regardez. Après que son rêve de devenir coiffeuse ne se brise, Rokhaya Diop quittait tôt Thiaroye pour allier le centre de sauvegarde de Guédiawaye à pied. Elle était surtout guidée par sa volonté d'apprendre en toutes circonstances. Voilà ce qui avait justifié mon inscription au foyer des jeunes. Mais les moyens ne suivaient pas malheureusement, raison pour laquelle j'ai dû quitter. On nous imposait d'abord l'inscription, ensuite d'acheter des têtes sur lesquelles nous devions apprendre à coiffer et je n'avais pas cet argent. Par la suite, il m'a été proposé la sérigraphie et la broderie à la main. À défaut de faire ce métier, Rokhaya Diop jette son dévolu sur la sérigraphie. Elle se forme pendant près de 6 ans avant de convaincre aujourd'hui par des produits finis.
C'est ce que je fais le plus souvent. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des tirages. Ceux avec des nappes, des draps et des sachets pour les événements festifs. Je fais également des plaques. Un métier qui nécessite quelques précautions. Rokhaya en a bien conscience, même si... Je porte rarement des gants parce que j'utilise la peinture à eau dans le cadre de mon travail. Cependant, je dois préciser que lorsque j'utilise la peinture à huile, ce qui arrive rarement, je prends mes précautions. Cette dame dit ne pas se plaindre des avantages qu'elle tire du métier, bien au contraire. Ses clients, des femmes notamment, ont un goût très vif pour ce qu'elle fait. Mariage, baptême, entre autres événements qui mettent parfois Rokhaya dans une situation de surcharge démesurée, ce qui l'amène souvent à sous-traiter quelques-unes de ses commandes par manque de machines. Lorsque par exemple plusieurs commandes me sont faites, je coopère avec ceux qui ont une machine. Et bien entendu, les bénéfices qui en découleront, je les partage avec ceux-là qui ont participé à la tâche. C'est compliqué et vous le comprenez. Mais si j'avais une machine, cela allait beaucoup m'aider. En attendant, Rokhaya Diop cherche à savoir ce qu'elle peut faire pour son pays et ne rien attendre des politiques en entreprenant, ce vers quoi elle invite aujourd'hui la jeunesse. La COSIDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, a récemment fait une étude sur les violences dans le milieu scolaire. Notre dossier, notre consoeur plutôt Aïssatou Diop du quotidien LAS a traité le rapport. Les chiffres font froid dans le dos. 12% des agressions sont d'ordre physique, 10% sont des propos désobligeants, entre autres les relations élèves-professeurs en ligne de mire comme étant la principale cause de ces violences. Mais la COSIDEP préconise des solutions pour une école des valeurs patriotiques et civiques. Voilà, et vous l'avez compris, c'est votre rubrique hebdomadaire article de la semaine, signé Mamadou Dian et Seydina Mbaye. L'école fait face à toutes les formes de violence. 12% de taux d'agression physique, 10% de propos désobligeants, 9% d'humiliation et 10% d'injures. Aïssatou Diop, journaliste au quotidien LAS, a répondu sur le rapport de la COSIDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation, sur ces violences. Aïssatou peint le tableau en se basant sur les chiffres divulgués. Le tableau, pour moi, il est sombre. Il est très sombre dans la mesure où la COSIDEP a pointé son curseur sur un mal qui était déjà présent dans le système scolaire. Parce que l'on se rappelle tous du phénomène du mois de juillet 2021 où des élèves qui se réjouissaient de la fermeture des classes pour célébrer la fin d'année, ont fait preuve d'une violence extrême qui a marqué tous les esprits. Donc imaginez un élève qui se réjouit autant de la fermeture des classes, donc le choc que cela peut faire à son enseignant. Donc cette étude de la COSIDEP montre une violence qui était déjà là. Les prémices étaient là au mois de juillet, déjà c'était palpable, et aujourd'hui la COSIDEP a montré cela à tous les acteurs. La COSIDEP a réalisé cette étude pour montrer la violence qui sévit dans le milieu scolaire. L'objectif de la coalition est de s'imprégner des causes et des conséquences, mais également proposer des solutions pour une école préservée de toute violence. Les causes sont multiples, mais une d'elles est revenue à plusieurs reprises dans le rapport. La cause qui est souvent revenue dans le rapport, c'est la relation tendue entre les enseignants et les apprenants. Les enseignants, les proviseurs, les censeurs, les surveillants généraux qui ont été interpellés
ont tous pointé du doigt la relation tendue entre élèves et enseignants. L'étude le révèle en montrant que 25% des cas de violence ont pour cause exactement ces relations tendues-là. S'en suivent un environnement scolaire qui n'est pas du tout adéquat. Il y a aussi le nombre pléthore, parce que certains enseignants ont eu à le dire dans les conclusions du rapport. Et comme conséquence aussi, on peut avoir des conséquences d'ordre psychologique, c'est-à-dire l'anxiété, le stress, l'angoisse. On peut aller à un moment donné où l'élève a même peur d'aller à l'école. Donc autant les causes comme les conséquences sont multiples. La COSYDEP a réalisé cette étude juste dans 5 écoles. Peut-on se fier donc aux résultats de ce rapport? La journaliste répond par l'affirmatif. Oui, dans la mesure où vous n'êtes pas censé savoir que dans une enquête, on ne peut pas tout prendre. Dans une enquête, ce qu'on fait, c'est une enquête par échantillonnage. Et COSYDEP, en réalisant justement cette étude, n'a pas dérogé à la règle, parce qu'elle a réalisé un échantillonnage en faisant une enquête qualitative et quantitative, en ciblant, en mettant focus sur ces 5 écoles, mais aussi l'enquête a porté sur d'autres établissements. Elle a porté sur d'autres établissements, mais elle a juste fait focus sur ces 5-là. Elle a réalisé des enquêtes, des reportages. Beaucoup de paramètres ont été pris en compte. Et je pense que, je le confirme même, elle a respecté les normes d'une enquête. Et sur ce point, on peut dire que la rapport est fiable. Des solutions ont été mentionnées dans le rapport pour bouter hors de l'école la violence et ses formes. La COSYDEP préconise d'appliquer les textes, la législation dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que chaque établissement scolaire respecte son règlement intérieur et qu'il applique tel quel. Mais aussi de favoriser le dialogue. De favoriser le dialogue entre enseignants, entre administration et élèves, mais aussi entre administration et enseignants et surtout entre enseignants et élèves. Mais aussi de sensibiliser sur la violence, de restaurer les foyers de jeunes, parce qu'à travers les foyers, il y avait ce qu'on appelle des journées de sketch. Les mercredis après-midi, par exemple, étaient dédiés à des sketchs sur la sensibilisation, sur la non-violence, sur l'hygiène, faire revenir également ce qu'on appelle l'éducation civique, l'éducation morale à l'école. Ce sont entre autres les recommandations faites par la COSYDEP pour éradiquer complètement le phénomène de la violence dans le monde scolaire. La COSYDEP a lancé en 2013 le projet École moderne de la citoyenneté et du civisme. L'objectif est justement d'éradiquer le phénomène de la violence dans le milieu scolaire en mettant l'accent sur les valeurs patriotiques et civiques. L'article d'Aïssatou Diop a paru mardi. Une note de sport pour clore ce journal. Fédération ivoirienne de football. Le second tour se jouera entre Idriss Diallo et Sori Diabaté. Donc l'information à retenir, Didier Drogba ne sera pas président de la Fédération ivoirienne cette année. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité à suivre sur ITV. Tout à l'heure, à 22h30, votre émission Iftar avec Didier Boubs et Imam Pouy. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.